On est parti de Sicile le 27 septembre à bord de 8 voiliers avec le Conscience qui s'est joint à nous. Et on a pris la mer pour aller tenter de briser ce blocus et d'ouvrir un corridor humanitaire. Je m'appelle Mustapha, je suis soignant en région parisienne et je milite depuis 2014 pour la cause palestinienne. Ce qui m'a poussé à m'engager sur la flottille, c'est d'une part parce que je suis soignant, que je refuse de voir des atrocités tous les jours à travers des téléphones portables en direct, et l'inaction de nos gouvernements. On était 7, on était 4 Français, 2 Belges et une Suisse. On avait une députée avec nous, un artiste, un citoyen, 2 skippers, un soignant. Les manifs, c'était pas assez pour moi. Donc j'ai cherché ce que je peux faire de plus que les manifs. On a déjà fait plusieurs actions symboliques en région parisienne et il me fallait quelque chose de plus fort. Quand j'ai vu que Tawz el-Maddin recherchait du personnel soignant pour aller à bord de ces voiliers, j'ai dit allez, let's go. On a fait une formation de 5 jours à Catane, une formation très intense. On a appris la vie à bord des navires, la communication non violente. On a eu des exercices de simulation à l'arrestation. Premier jour, on était tous contents de partir pour aller en direction de Gaza. Donc c'était plutôt de la joie, de la bonne humeur. Et plus on approchait de la zone verte, plus on commençait un petit peu à réfléchir à ces choses-là. Et c'est en arrivant en zone verte, pratiquement en zone rouge, qu'on a commencé à avoir un petit peu d'inquiétude, un peu de peur. On avait des petites choses pour pouvoir se canaliser. On avait des huiles essentielles qu'on utilisait beaucoup pour pouvoir se détendre et moins angoisser. On prenait souvent la parole, on expliquait nos craintes, nos ressentis. Alors j'étais en contact avec ma famille tous les jours. J'appelais ma maman, même en vidéo pour la rassurer, pour entendre ses petites prières. Et ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs. L'interception elle s'est faite aux alentours de 4h30 du matin. J'ai été réveillé avec le capitaine à ce moment-là. Et de là, j'entends à la radio VHF des camarades qui étaient sur d'autres voiliers nous dire il y a un bateau qui nous fonce droit dessus, tout feu éteint, sans aucune lumière, sans contact, sans rien. Ce bateau-là a stagné environ à 100 mètres derrière nous, s'est mis à zigzaguer. On l'observait. Et de là, le bateau a disparu. On n'a pas très bien compris ce qui se passait parce qu'on se trouvait encore au-dessus de l'Égypte, on se trouvait exactement au-dessus de Port Saïd. Donc à ce moment-là, je demande à notre capitaine est-ce que je vais réveiller les autres membres de l'équipage et qui me dit ne stresse pas, ne panique pas, c'est sûrement un navire égyptien. Donc je lui ai dit de réveiller au moins son camarade skipper. Il me dit d'aller le réveiller et je lui propose de réveiller Alma Duffour qui était une députée à bord avec nous et Youssef Swat qui est une célébrité, qui ont pas mal de followers pour au moins médiatiser l'arrestation. Donc ils m'ont dit ok, va les réveiller, je vais les réveiller. Je réveille aussi mes autres camarades pour qu'on puisse être prêts et ne pas se faire intercepter dans notre sommeil. Donc on a à peine eu le temps de s'habiller, de se préparer. On est monté dans le cockpit et ça s'est fait en moins de 5 minutes. On a pu observer qu'on avait 5-6 navires qui nous encerclaient. Et de là, les Zodiacs qui se mettent à nous foncer dessus. Une fois que le Zodiac approche notre bateau, on s'est tous débarrassés de nos téléphones. Le premier militaire met le pied sur le bateau, va s'attaquer directement aux caméras de vidéosurveillance avec son arme à coup de crosse. Donc il s'acharnait sur les caméras. Il y a un autre militaire qui lui dit Starlink, Starlink. Donc le militaire sort son couteau et coupe tous les câbles qui étaient sur son passage. Tout ce qui était câblage a été coupé. Ils ont demandé qui était le capitaine du bateau. Ils ont essayé de prendre les commandes du bateau en lui demandant de mettre un cap, mais c'était impossible à faire vu qu'ils avaient coupé tous les câbles. Et nous, notre bateau était équipé d'un pilote automatique. Donc il a dû un peu lui expliquer un petit peu les manœuvres qu'il devait faire. Un militaire qui a pris les commandes du bateau. Et on nous a demandé de se lever un par un, de se mettre devant le mât du bateau. On a été fouillé un par un. Après ça, on nous a demandé de s'asseoir à l'avant du bateau. Une fois que tout le monde a été fouillé, ils nous ont rappelé un par un pour aller récupérer un sac dans les cabines avec le minimum nécessaire. Donc on est descendu, on a récupéré un sac avec quelques vêtements. Un militaire a refouillé le sac de haut en comble, nous a remis le sac et nous a demandé de se rasseoir à l'avant du bateau. Un des camarades n'a pas eu le temps de jeter son téléphone à la mer. Donc il est venu vers nous en demandant à qui appartenait le téléphone. Mon camarade s'est identifié, il lui a demandé son code à 2 reprises. Mon camarade ne voulait pas divulguer son code de téléphone. Une fois qu'il lui a dit non à 2 reprises, il y a un des militaires qui a stipulé à un autre militaire « fais ici vu que c'était un iPhone.
Et de là, on a dit à notre camarade, donne ton code pour éviter de se faire frapper par les militaires. Il a remis son code. Ils l'ont isolé du groupe. Ils l'ont mis dans le cockpit. Je ne sais pas quelles questions ils lui ont posées. On a été récupéré par un Zodiac qui nous a emmené du voilier à un grand navire militaire qui devait être, on aurait dit comme un petit porte-avions ou un bateau à conteneurs plutôt, qui était aux couleurs militaires, hein, bleu marine. Et une fois qu'on était en route sur ce Zodiac, on pouvait voir nos autres camarades sur les autres voiliers et se faire interpeller. Et une fois arrivés sur ce grand bateau, vaisseau, ils étaient tous là, sur le pont à nous attendre, tous cagoulés, sauf un seul qui nous attendait comme ça, fièrement, la tête levée, nous regardait comme ça. Une fois monté sur ce bateau, on nous a demandé de nous mettre à genoux devant des conteneurs, de regarder droit sur les conteneurs, droit devant. Après ça, on nous a pris par deux. Donc j'étais debout, j'attendais qu'on m'appelle. Il y avait une rangée de militaires comme ça devant moi et une autre rangée à mes côtés comme ça qui se regardaient face à face. Je voulais pas regarder des militaires, donc je regardais en haut, je regardais en bas, je regardais en haut. Et j'ai pu apercevoir un des militaires qui était près de moi dire aux militaires d'en face, en gros, lui, en parlant de moi. Le militaire qui était en face de moi s'est approché. Il m'a visé avec son arme, j'avais la lumière rouge sur moi. J'ai eu le temps de regarder la lumière comme ça et de le regarder dans les yeux. Une fois que je l'ai regardé dans les yeux, il a rapidement baissé la lumière de son arme. Après ça, on est arrivé devant une table où une jeune femme était assise face à un ordinateur portable. Elle nous demandait notre nom, prénom, nationalité, la langue qu'on parlait. On m'a mis un serflex au poignet avec un numéro. Je devais être entre les 200 et 205. Ils nous ont fait rentrer dans un long couloir où il y avait plusieurs cabines. J'ai été dans la première cabine à gauche. Donc en entrant dans cette cabine, j'ai pu voir une camarade qui était sur un autre voilier. Elle était toute seule dans la pièce, donc j'entre, j'inspecte la pièce de haut en bas, je vérifie s'il n'y a pas de caméra, de micro. C'était une cabine où il y avait 4 lits, donc 2 superposés à gauche, 2 superposés à droite, et on avait un matelas en plus. Dans cette cabine, on a été mis à 6, donc on avait une personne en plus avec nous. J'ai dû dormir avec une personne de fine corpulence comme moi. Donc j'ai mis ma tête d'un côté et mon camarade a mis sa tête de l'autre. J'avais une camarade d'ailleurs de Corée du Sud qui avait ses règles, qui n'arrêtait pas de frapper à la porte pour obtenir des médicaments. Enfin, elle voulait voir un médecin pour avoir un antidouleur et des serviettes hygiéniques. Il ne répondait pas. C'est que pratiquement à notre arrivée au port d'Ashdod qu'ils ont ouvert et donc qu'elle leur a expliqué le problème. Et de là, peut-être un quart d'heure avant l'arrivée, on lui a remis des serviettes hygiéniques. À savoir qu'on a eu une traversée qui a duré pratiquement 12 heures parce qu'on a été arrêté avant le lever du soleil et on est arrivé au port d'Ashdod à la tombée de la nuit. Donc ça a été très long. Il y avait une climatisation dans la pièce qui était allumée au max froid. On était tous en train de grelotter, impossible de l'éteindre ou de la régler. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est j'ai vidé des bouteilles d'eau. Je les ai remplies dans les toilettes. Il y avait une douche sans tuyau, mais dans le robinet, on avait de l'eau chaude. Donc je les ai remplis d'eau bouillante et on s'en est servi comme bouillotte pour pouvoir se réchauffer. Une fois arrivé au port d'Ashdod, c'est là où a été le plus compliqué. On nous a à peine mis le pied à terre, on nous a mis une clé de bras et ça a été vraiment très très violent. J'avais 2 personnes de chaque côté qui me tenaient par les bras, qui me levaient les bras et qui me faisaient marcher comme ça. Et j'ai essayé à un moment d'essayer de regarder sur les côtés. Et ça a été totalement impossible parce que quand je regardais sur les côtés, on me levait encore plus les bras. Je sentais mes épaules qui allaient se luxer. Donc je n'ai pas tenté de faire plus ou de résister. On nous a fait marcher comme ça tout le long du quai. Même les personnes âgées qui étaient avec nous ont subi le même traitement. Et on nous a demandé de se mettre à genoux. On s'est mis à genoux. Ça a dû durer 15-30 minutes. Honnêtement, on n'avait plus de notion du temps. Et à ce moment-là, chaque personne a été accompagnée d'un officier. J'ai un officier qui est venu, qui m'a attrapé par le bras, qui m'a rentré ses ongles dans le bras et qui me faisait avancer. Ça a été comme ça jusqu'à la sortie du port. Rentré dans le port, on nous a fait passer toutes nos affaires au scanner. On nous a coupé tout ce qui était bracelet, élastique, boucle d'oreille, piercing, il fallait tout retirer. On m'a enlevé mes chaussures, mes chaussettes. Donc tout est passé au scanner. Une fois passé au scanner, on m'a emmené dans un endroit où c'était une pièce qui ne se fermait qu'avec un rideau. Et j'ai subi une fouille complète, à l'avant, à l'arrière.
On nous a vraiment assisté entre les doigts de pied, même derrière mon oreille, on m'a fait ça, à croire que je pouvais cacher quelque chose derrière mon oreille. Après cette fouille-là, on nous a sortis. Il y avait le hall du port qui était immense, qui était adapté comme une. J'avais l'impression que c'était une salle d'examen, comme quand on passe le bac. Plusieurs tables en rangée. Donc on m'a emmené à une première table où ils nous ont fait une fouille totale. La femme, elle était assise face à moi, elle vidait mes affaires, elle jetait vraiment tout ce qu'elle voulait jeter à la poubelle. Donc je comprends pas, on m'a acheté un t-shirt et on m'en mettait un dans le sac à dos. On me jetait un parfum, on m'a acheté des écouteurs, on m'a acheté tout ce qu'ils voulaient jeter. J'avais un bouquin, on me l'a jeté. On a scanné mon passeport. On m'a demandé si je parlais une autre langue. Donc j'ai dit que je parlais que le français. Ils ont insisté à me dire tu parles l'arabe? J'ai dit non, je ne parle que le français. Après cette table-là, on m'a emmené à une autre table pour la prise des empreintes. J'ai mis mes doigts pour donner mes empreintes. Et on m'a demandé de regarder une machine face à moi pour être photographié. Ça a dû durer une bonne vingtaine de minutes parce que quand je stresse, je fais des plats communs et du coup, ils n'arrivaient pas à prendre mes empreintes. Donc au début, ils prenaient, ça marchait pas et puis j'ai réessayé à plusieurs reprises. À un moment, ils pensaient que je faisais exprès, donc j'ai l'officier qui est venu, qui a pris mon doigt et qui appuyait comme ça, à croire que c'est moi qui voulais pas donner mon empreinte. Il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Donc il a dit ça à son supérieur. Son supérieur, il lui a dit de changer de table, de passer à celle d'à côté. On refait la même chose, donc ils insistent à essayer de me prendre les empreintes. Ils appellent encore un supérieur. Là, ils me mettent un produit sur les doigts où est-ce qu'ils insistent à me nettoyer mon doigt pour reprendre les empreintes. Et au final, je ne sais même pas s'ils y ont réussi. On me fait passer à une autre table où est-ce que y a un officier assis devant un ordinateur et on m'amène un traducteur francophone. Donc cette personne-là, ça a été des moqueries dès le départ, à me dire il rigolait au début, il me regardait avec un grand sourire narquois, et puis après il me dit tu sais que tu aurais pu entrer en Israël d'une façon différente. Maintenant tu vas être jugé pour être entré illégalement en Israël. Je le coupe en lui disant écoutez, moi j'ai jamais demandé à venir ici, c'est vous qui m'avez amené ici de force. Moi j'étais en eau internationale, on était au-dessus de l'Égypte, vous nous avez kidnappés et vous nous avez amenés ici. J'ai dit, moi, en aucun cas, je n'ai voulu mettre les pieds ici. De là, il rigole, il se moque de moi. Il me pose une première question en me disant, est-ce que j'ai d'autres nationalités? Donc, je lui dis que je suis franco-marocain. Et de là, je pense à la formation qu'on a eue à Catane. On devait se tenir qu'à la petite identité. Donc après ça, j'ai arrêté de répondre à ces questions. Il m'a demandé si j'ai été financé par le Hamas. J'ai répondu que je ne répondais pas sous les conseils de mon avocat. Pourquoi je venais ici? Je ne répondais pas. J'ai répondu je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat. Il nous a dit vous êtes venu un 7 octobre, c'est de la provocation. Donc je me suis permis de lui dire on n'est pas le 7, aujourd'hui on est le 8, parce qu'on a quand même pris le temps de rester une semaine en mer à l'arrêt pour respecter cette fameuse date. Il me demande est-ce que c'est la première fois que j'entre en Israël? Je lui dis je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat. Et à un moment, j'ai l'impression de l'avoir saoulé à lui répondre tout le temps je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat. Donc l'officier parlait en hébreu et lui, au lieu de me traduire la question, il répondait à ma place. Enfin, ça devenait un dialogue entre eux. Et là, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites? Et il me dit je réponds à l'officier vu que tu me dis à chaque fois je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat. Et donc je l'interromps, je lui dis non, moi je veux quand même écouter vos questions. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traduire là. Ça se trouve que vous êtes en train de dire n'importe quoi et moi je veux quand même entendre les questions. C'est à moi de vous dire que je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat. Donc il a repris quelques questions comme ça, il me pose plusieurs documents, 3 ou 4 documents, et il me pose le stylo et il me demande de signer. Donc j'ai refusé de signer ces documents en lui disant que je ne signerais pas des documents écrits en hébreu et que je ne comprends pas l'hébreu. Il me ramène les mêmes documents écrits en anglais. Je réponds la même chose. Je lui dis, je vous dis que je ne parle que le français. Je veux les documents en français. Et donc, il me dit, tu veux rentrer chez toi? Je dis, oui, je veux rentrer chez moi, mais je signerai que des documents en français. Il me ramène le document écrit en français. Je savais qu'il ne fallait pas signer tous les documents. Lors de la formation, on nous a montré la seule feuille qu'on pouvait signer. Donc c'est celle qui stipulait qu'on voulait être envoyé chez nous dans les 72 heures. Et c'est la seule que j'ai signée. Et après ça, il me dit bienvenue en enfer, bienvenue en prison. J'ai l'officier qui me reprend par le bras comme ça en me remettant ses griffes. Même quand j'avançais, j'avais l'impression qu'il me poussait pour avancer alors que j'avançais. Donc on va encore à une autre table. À l'autre table, il y a une femme qui me demande ce que je fais dans la vie. Donc je lui dis que je ne comprends pas l'anglais. Elle me le traduit en français. Je lui dis je suis soignant, c'est pour ça que je suis sur ce bateau. On passe encore à une dernière table, une table qui servait strictement à rien. Il y avait une jeune fille assise avec 2 de ses camarades ou 3, je ne sais plus. Et en fait, cette table, quand je suis arrivé, elle m'a juste regardé et elle m'a dit Welcome to prison. L'officier me remet à 2 personnes qui, je pense, étaient des agents pénitentiaires parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes vêtements. Et donc, il y en a un qui me prend par le bras.
L'autre qui me prend par le t-shirt et qui me tient un peu comme ça, qui m'étranglait en me tenant et qui me faisait avancer. Donc j'avance. Après ça, on marche dans un couloir dans le hall du port. Et là, il y a encore un agent qui m'attend pour me refaire faire encore une fouille, qui me refait encore une fouille complète, enlever les chaussures, enlever les chaussettes, il me retire mes semelles de chaussures. Ils insistent bien, même au niveau des parties intimes. J'avais honte de me faire toucher comme ça. C'est la première fois qu'on me touche les parties intimes vraiment comme ça, en insistant de partout. Et de là, on continue après à avancer avec ces deux agents pénitentiaires. On avance et on arrive à la sortie du hall du port. Et là, il y a une tente qui est bâchée par le haut, ouverte sur les côtés, où il y a un homme et une femme qui m'attendent. On me retire encore mes chaussures, on me refait faire une fouille. Là, il y a l'homme qui prend des ciseaux, qui me coupe les lacets, qui me coupe les élastiques que j'ai aux chaussures et qui me demande de m'asseoir. Donc je m'assois, il me demande de mettre les mains en avant. Je savais qu'on allait m'attacher les mains et qu'on allait me serrer fort. Donc j'ai tendu mes mains vers l'avant, mais je ne les ai pas tendues comme ça, je les ai tendues un peu comme ça. Et en les tendant comme ça, je me suis dit au moins j'ai 2-3 centimètres entre les poignets. Donc j'ai fait comme ça, il m'a mis de serflex, qu'il a bien serré d'ailleurs. Mais quand je pouvais faire ça, ben, je regagnais ces 2-3 petits centimètres. Donc ça me permettait un petit peu de faire tourner mes poignets. Après ça, la femme vient et me met un bandeau sur les yeux et elle me bande les yeux. Donc de là, on me fait lever, donc j'avance tout doucement, vu que je vois rien devant moi. On me fait monter dans un car carcéral. J'entre dans une cellule et on me fait asseoir dans la cellule. Donc il ferme la porte, j'attends environ une minute et je me permets en fait de lever mon bandeau, de voir ce qu'il y a autour de moi. Et c'est là où je me rends compte, en fait, j'ai une cellule face à moi et il y en a deux autres sur les côtés. Et il y en a une dernière qui fait le fond du car. Il faisait énormément chaud, ils avaient allumé le chauffage. Vraiment, il faisait très, très chaud. Je goûtais, j'ai jamais transpiré autant. J'étouffais. Et je collais carrément mon visage contre les parois métalliques pour obtenir un peu de fraîcheur. On avait un tout petit endroit où est-ce que c'était la fente de la porte. Et donc j'essayais d'obtenir de l'oxygène en mettant mon visage près de cette fente-là. Et à chaque fois que je les entendais rentrer quelqu'un dans les autres cellules, je remettais mon bandage et j'attendais le silence total pour pouvoir le relever. La première personne qui est montée, j'ai pu la voir. J'ai été curieux, je l'ai vu, j'ai vite remis mon bandage et c'était un camarade. Je lui ai parlé, il me dit comment tu sais que c'est moi. Je lui ai dit parce que je t'ai vu, lève ton bandage et en gros à chaque fois que tu entends ces militaires monter, tu le rebaisses. Donc ils ont complété au fur et à mesure ces cellules jusqu'à ce qu'ils m'ont amené un camarade à côté de moi qui était avec moi sur mon navire. Et donc pareil, je lui dis Mohamed, il me dit comment tu sais que c'est moi. Et je lui dis parce que j'ai levé mon bandeau et puis je suis avec mes mains comme ça, je lui lève son bandeau et je lui dis quand tu entends du bruit, tu le rebaisses. On avait une caméra dans la cellule, mais j'ai dit au point où on en est, j'en avais plus rien à faire. Et vraiment on étouffait. On est resté pratiquement 1 heure dans cette petite cellule. Et à un moment, je regarde moi-même, je lui dis mais on n'est même pas arrivé, quand est-ce qu'on va partir? Parce que j'ai l'impression que je vais faire un malaise vagal avant même d'arriver. Vraiment, j'ai étouffé, mes vêtements étaient trempés. Et au bout d'1 heure, ils viennent, ils ouvrent la porte et ils nous refont sortir. Donc je rebaisse mon bandeau, on nous refait sortir comme ça. Et là, ils nous mettent à l'avant du car. Je sens que Mohamed est à côté de moi. Et quand j'entends que la personne elle referme la grille de l'avant du car, je relève mon bandeau et là, je vois d'autres camarades installés. D'autres camarades qui ont aussi levé leur bandeau. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que vous allez bien, les gars? Oui, non. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez subi des violences ou pas? J'entends que le conscience était avec nous. On voit d'autres personnes du conscience qui arrivent, dont un, on s'est méfié de lui parce qu'on ne l'avait jamais vu. Et donc, on se posait des questions à se dire, est-ce que c'est pas quelqu'un d'infiltré? Donc, c'est qu'une fois qu'ils ont amené le capitaine du Conscience, qui nous a confirmé qu'il était bien ingénieur mécanique à bord du Conscience. Et d'ailleurs, cette personne-là m'inquiétait beaucoup parce qu'elle avait la main droite qui devenait bleue, tellement ils ont serré les serflex. J'étais obligé à chaque fois de dire à la personne d'à côté de lui, s'il te plaît, touche sa main pour voir si elle n'est pas froide. Et on subit encore une bonne heure à l'avant du car. Il faisait aussi énormément chaud à l'avant du car, moins qu'à l'arrière parce qu'on n'était plus dans les petites cellules de deux, mais on étouffait, on était tous là à transpirer. Au bout d'1 heure, comme ça, ils nous allument la clim et ils la mettent à fond à froid. Et en moins de 30 secondes, on était tous là à grelotter. Là, on mettait nos visages dans les t-shirts, on était comme ça. À savoir que sur le port, à l'entrée, quand on a passé le scanner, on nous faisait retirer tous nos pulls, tous nos gilets
Et ceux qui avaient des t-shirts avec des symboles palestiniens ou aux couleurs de la Palestine, on leur retirait, on leur mettait un t-shirt blanc. Donc du coup, je comprends pourquoi on nous faisait retirer nos vêtements. C'était pour nous faire subir ce traitement dans le car avec la climatisation. Et c'est qu'au bout de 3 heures qu'on est arrivé dans la fameuse prison de Gziot. Arrivé dans la prison, le car est resté immobile encore une bonne heure. On l'a appris quand on a pu voir nos représentants consulaires qui nous ont dit qu'on était à la prison de Gziot et qu'on était à environ 30 km de la bande de Gaza. Sinon, on n'avait aucune notion du temps, de l'heure. On ne donnait vraiment aucune information. On ne nous disait même pas où est-ce qu'on allait ou vers où on allait. Après, nous, on s'est dit qu'on allait en prison parce qu'on savait que la Soumoud était passée par là. J'avais baissé un peu moins le bandeau du côté droit parce que je voulais quand même voir à quoi ressemblait cet enfer. Et donc, ils étaient là, ils nous attendaient en rangée. Ils étaient avec des chiens qui tenaient, d'autres avec des armes, d'autres avec des boucliers. Donc, on nous fait marcher comme ça en file indienne, comme de vrais prisonniers. Et on nous fait rentrer dans une cage qui doit faire même pas 20 mètres carrés. Et on nous tasse tous dedans. Donc, on devait être plus d'une quarantaine ou cinquantaine dans cette cage. On n'avait aucun endroit pour circuler. Les yeux bandés, on nous a demandé de se mettre à genoux. Donc, on est par terre avec des gravats. Ça nous rentrait dans les genoux. On était compactés. Donc des fois je tombais sur mes camarades de devant ou de derrière, puis le camarade qui tombe sur moi, on est là à s'excuser entre nous, pardon, pardon, parce que voilà, c'est pas agréable de rester dans cette position-là et surtout de s'appuyer sur ses camarades. Euh, moi-même, des fois j'avais mes camarades qui s'appuyaient sur moi et j'avais du mal moi-même à tenir, donc supporter aussi quelqu'un qui s'appuie sur moi, c'était horrible. Donc des fois j'attendais un petit peu et puis après je rebalançais de l'autre côté, c'est moi qui tombais sur lui. Et on est resté comme ça. Le temps était vraiment très long. On n'avait pas de notion du temps, mais j'avais l'impression qu'on a dû rester facile une bonne heure et demie comme ça à genoux. Et c'était une cage qui était dehors. Il y avait une odeur nauséabonde. J'avais l'impression de sentir une odeur d'écurie, d'urine, d'ammoniac. C'était horrible. Et à un moment, on entend un des camarades qui dit bah, vous pouvez lever vos bandeaux. Moi, je ne l'ai plus depuis longtemps et personne ne me dit rien. Donc de là, tout le monde lève ses bandeaux. On est les mains attachées comme ça. On essaye de regarder autour de nous. On voit qu'on est dans une cage. J'ai l'impression d'être dans une cage à animaux. Il y avait des toilettes dans cette cage. Des toilettes où il n'y a pratiquement pas d'intimité parce que si quelqu'un y va, on entend tout. On sent tout. La porte ne se ferme pas. Donc à un moment, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. J'ai demandé au militaire. Il m'a dit move, move, move. Donc je me suis levé, j'y suis allé. Heureusement que j'avais un pantalon de jogging. Ça a été facile pour moi de le baisser parce que les mains attachées, ouvrir un jean, c'est très compliqué. Une fois rentré dans ces toilettes, c'était horrible. Horrible parce que on voyait plein de noms palestiniens gravés dans les toilettes. Et vraiment, je me posais des questions, est-ce que ces gens, ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont sortis un jour de cet endroit-là, de cet enfer? Et c'était horrible de voir tous ces noms. Je sais pas lire l'arabe, mais je voyais ces noms et je me disais, c'est que des prénoms. Que des prénoms. Chaque personne a tenté de laisser une trace de son passage. Je fais la queue. On nous demande de bien rester droit, de laisser une distance entre nous. Et à chaque fois, ils sont là à venir à nous faire des choses comme ça sur les épaules, alors qu'on est déjà en place. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de plus. J'entre, quand c'est mon tour dans cette tente bleue, il y a un militaire avec son chien, qui n'avait même pas de muselière, et un autre militaire qui, direct en entrant, qui me tire par les vêtements et qui me fait comprendre de me déshabiller. Donc je retire mon pull, je retire mon pantalon. Il te laisse même pas se déshabiller toi-même en fait. Je retirais mes affaires, mais il est là à te les tirer pour que ça aille plus vite. Donc je retire mes vêtements, il m'enlève mes chaussures, mes chaussettes, il met ça dans un sac poubelle. Et de là, je lui demande juste le reçu qu'on nous avait donné pour récupérer nos effets personnels. Et donc il me dit shade up, shade up. Il me demande de baisser même mon boxeur, de me mettre totalement à nu. Donc je suis quelqu'un de très pudique, je le baisse rapidement et je le remonte. Et là, il me dit non, 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 non. Et il me le baisse. Donc, il me le baisse totalement. Et là, j'essaie de le remettre. Il me dit non. Donc, j'attendais passivement qu'il me dit de me rhabiller. Il me demande de me mettre après en position et de faire comme ça. Donc, j'exécute, je me relève. Et là, il me demande de faire la même chose de dos. Donc, je me retourne, je refais comme ça, tout nu. Donc après ça, il me dit de remonter mon boxeur, je remonte mon boxeur et il me donne une tenue de prisonnier. Il me redonne un t-shirt blanc taille XL et un pull taille XL. Je suis tout fin comme ça, donc je flottais dedans. Ça ne me dérangeait pas, vu que ça se porte. En sortant de là,
Ils me font faire la queue devant ces deux Algeco qui étaient face à la cage. Donc je fais la queue. Quand c'est mon tour, j'entre. J'en déduis que c'était la visite médicale, vu que je suis soignant, c'était composé comme un poste de soins. Et on me demande de monter sur la balance, donc je monte sur la balance. Après ça, ils me demandent si j'ai des maladies particulières, si j'ai des traitements. Donc je dis non. Euh, et même si j'avais, j'aurais jamais mis ma santé entre leurs mains de toute façon. Donc j'aurais dit non. Il prend mon sachet de médicaments, il le regarde d'un air. Et puis ce docteur-là, qui est aussi en tenue pour moi militaire, enfin, de la prison, et qui regarde mon sachet comme ça, et puis qui le jette et qui me dit allez, sors, sors. Donc je sors. Et une fois que je sors, là on voit un de nos camarades passer, les menottes à l'arrière, comme ça, des menottes métalliques, pas les Serflex en plastique, avec une chaîne qui descend, les menottes aux pieds, les yeux bandés, et il le frappe, et il le frappait. Et notre camarade Antoine qui hurle de douleur, et qui tombe par terre, et il le relève, et il le refrappe, et il retombe, il le relève, il refrappe, et Antoine qui hurlait de douleur, et il continue à le frapper. Et en fait, moi j'étais comme ça, immobile, on pouvait rien dire. Et on voit Antoine passer comme ça, tomber, se relever, passer, tomber, se relever, passer, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. En fait, ils l'ont emmené à un endroit qu'on ignore. Et on pouvait rien faire, on pouvait rien dire. On pouvait juste fermer nos bouches et on se dit si on va parler, on va subir la même chose. Après ça, ils nous font rentrer dans un bâtiment. On me tend un sachet en plastique avec 2 tranches de pain de mie et de la confiture et un autre sac poubelle. Dans le sac poubelle, j'avais une culotte XL avec une brosse à dents toute petite comme ça, avec un tout petit truc pour le tenir et un tout petit tube de dentifrice et 2 sachets de gel douche avec une micro-serviette comme ça. Donc on me fait on me fait entrer dans le couloir de la prison. Dans le couloir, on voit le couloir avec toutes les cellules. Il y en avait 19. Moi, on m'emmène à la cellule numéro 3. Quand j'entre à l'intérieur, ben, c'est une grande cellule. Et les murs étaient propres, donc je pense pas qu'ils faisaient entrer les Palestiniens. Il n'y avait rien de gravé sur les murs ou quoi, ou je sais pas si ça a été repeint avant qu'on arrive. On était 8 par cellule, et dès la première nuit, en fait, on a subi de la torture psychologique. Ça a été toutes les demi-heures, toutes les heures, ils rentraient, ils allumaient la lumière à fond, ils nous disaient stand up, donc on se levait, ils passaient devant nous avec leur lampe torche, qui nous mettait dans les yeux, et ils ressortaient. Une demi-heure après, ils revenaient pour nous refaire la même chose. Ils ressortaient, ils revenaient, ils ressortaient. Et toute la nuit, ça a été comme ça. Quand ce n'était pas les entrées des agents de la prison qui rentraient pour nous réveiller et nous demander de nous lever, on entendait des chiens aboyer. On ne voyait pas les chiens, ça devait être plus loin, mais ils faisaient aboyer les chiens. On entendait plusieurs chiens. Ah ouais, et c'était vraiment tellement fort que ça nous empêchait même de se reposer. Et ça a été ça toute la nuit. On n'arrivait pas du tout à fermer les yeux. Des fois, je piquais du nez comme ça que j'entendais stand-up. On n'en pouvait plus. C'était vraiment horrible. Dès la première nuit, j'ai commencé à avoir une migraine. Euh, Pendant ma détention, à plusieurs fois, j'ai demandé à voir un médecin. J'ai jamais pu voir un médecin. J'ai demandé ne serait-ce qu'un Doliprane au représentant consulaire qui l'a noté, qui m'a dit je vous assure que vous allez l'avoir. Eh ben, je ne l'ai jamais eu. Donc on passe cette nuit. Le lendemain, pareil, 6 heures du matin. Enfin, je dis 6 heures approximativement, hein, à la levée du jour parce qu'on n'avait ni montre ni rien. À la levée du jour, bah pareil, ils reviennent. Stand up, ils nous réveillent tous pour repartir. Entre-temps, je vois 2 camarades à nous qui font le tour des cellules et qui distribuent en gros la nourriture. Et il y a un militaire qui est derrière eux, enfin un agent de la prison qui est derrière eux. Il nous donne juste une seule tranche de pain de mie avec une rondelle de tomate et comme du Saint-Moré tartiné dessus. Donc moi j'étais en grève de la faim. À chaque fois je prenais mes repas pour les donner à mes camarades. Je me disais il vaut mieux que ça en fasse plus pour ceux qui mangent. On avait une personne dans notre cellule qui était diabétique, insulino-dépendant. Il avait besoin de ses injections. Il ne les a jamais eues. Il a rien eu du tout pendant toute sa détention. Donc du coup, à chaque fois, je lui donnais ma nourriture en lui disant, si tu sens que tu es en hypoglycémie, bah mange comme ça te remonte ton taux de sucre. Euh, j'ai un camarade qui est obèse, qui était avec nous dans la cellule. Et ben, lui, ils se sont foutus de lui. Ils lui ont même pas donné de pantalon. Ils lui ont donné des tailles L, alors que moi, on m'a donné du XL. Et lui, ils l'ont laissé avec son pantalon qu'il avait déjà de base. Ils lui ont dit, bah, tu gardes ce pantalon-là, on n'a pas de pantalon pour toi. Et ça a été que des moqueries comme ça, on les entendait rigoler. Ça a été des insultes tout le long du processus. Ça a été des insultes en hébreu. On m'a dit benzona, sharmuta.
Des insultes aussi faites en arabe. Donc je parle pas l'arabe, mais je comprends. Donc ça a été des maudisse ton père qui t'a mis au monde, tu vas voir en prison on va te baiser. Plein d'insultes comme ça en arabe, c'était effroyable. J'avais une personne à un moment qui était à moitié marocaine et qui vient et qui me dit euh, mais Rakwel de Bledi, ça veut dire t'es l'enfant de mon pays. Et je pouvais pas leur répondre parce que j'aurais dit que je ne parlais pas l'arabe, mais j'avais qu'une envie de lui dire, mais en fait, tu n'es pas l'enfant de mon pays, tu es ici. Si tu es ici, tu n'es pas l'enfant de mon pays. Ça a été que de l'humiliation comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on m'a craché dessus sur mon pantalon. Au petit matin, comme je vous ai expliqué, ben, ça a été compliqué. On est venu nous chercher. On nous a fait tous sortir de nos cellules. Sortis de ce fameux bâtiment carcéral, il y avait le car qui nous attendait. On était surtassés dans le car. Il y en avait qui étaient assis, d'autres pas, d'autres assis par terre. Et le chauffage encore allumé à fond. On suffoquait. Ils nous ont laissé une bonne heure à l'arrêt. Donc on étouffait, on a tous retiré nos pulls, on essayait de faire tourner nos pulls pour obtenir un petit peu d'air. Au bout d'une heure, le car qui démarre. Donc on se dit qu'on va quitter la prison. On s'est dit c'est soit nos avocats, soit nos représentants consulaires qu'on va aller visiter. Le car démarre, il fait 25 mètres tout droit. Il tourne à gauche, il refait 25 mètres, il s'arrête. Et là, il nous laisse encore à l'arrêt une bonne heure pour qu'au final, on nous fasse tous sortir et on nous fait rentrer dans une autre cage pour animaux. Cette fois-ci, la cage, elle était exposée au soleil. Il n'y avait rien pour nous protéger. Et on était environ une soixantaine dans cette cage qui devait faire 20 mètres carrés. Donc on était vraiment collés comme des sardines, comme ça. On ne pouvait même pas se déplacer, rien. On était comme ça, tous collés les uns les autres. On nous emmène dans des algécos où quand on entre, ben, on voit une femme assise à un bureau portant une longue robe noire. Donc on se dit c'est le juge et l'avocate assise à ses côtés qui se présente étant l'avocate de Maïs Adala, mais on n'a aucun badge, aucune chose qui nous garantit que c'est eux. L'avocate qui nous demande si on va bien, donc on explique le cas de notre camarade Antoine qui s'est fait massacrer, dont on n'a plus de nouvelles parce qu'il était à l'isolement. On a eu à peine le temps de dire qu'on était en grève de la faim, que là, une femme de l'administration pénitentiaire qui vient et qui nous dit ben, c'est terminé, il faut sortir. Donc on ne comprend pas, on lui a dit ben, on veut quand même parler à notre avocate, on n'a même pas eu le temps de lui parler, rien. Et j'ai un camarade qui se lève en lui disant ben, moi je suis journaliste, je veux parler de mon matériel. Et la femme qui se met à s'énerver d'un ton en disant c'est terminé, vous sortez, c'est fini, c'est fini. Donc on insiste en disant non, on veut parler à notre avocate. Donc de là, on a la femme qui s'en va et qui revient avec environ 7-8 mecs prêts à nous faire sortir de force. Donc quand on voit ces gens-là arriver d'un air énervé, ben, on a compris que c'était terminé pour nous. L'avocate qui essaye de parler à la juge qui avait l'air un peu compatissante, qui voulait quand même un peu nous parler. Elle a à peine eu le temps de nous dire qu'on est entré illégalement sur leur territoire, on n'a même pas eu le temps de se défendre ou quoi. Donc là, la femme qui assiste en disant non, c'est terminé, qui leur parle en hébreu, qui dit c'est fini, et là, bah, la juge qui nous regarde et qui nous dit bah, c'est terminé, vous sortez. On nous remet dans cette fameuse cage pour animaux, on attend une bonne demi-heure dedans au chaud, avec le soleil qui nous tape dessus. Et après ça, bah, on nous fait sortir, on nous ramène dans ce fameux car carcéral. On attend encore une bonne heure dans ce car avant qu'il puisse démarrer. On est tous là à suffoquer. Une fois que le car démarre, il refait 25 mètres tout droit, il retourne à droite 25 mètres, il se rarrête devant notre bâtiment et on reste encore une bonne heure dedans. C'était vraiment fait exprès pour nous rendre malades. Après, bah, on nous fait rentrer dans nos cellules. Euh, Mes camarades, ils n'ont pas eu de repas. Il n'y a rien eu d'autre que cette tranche de pain de mie avec la rondelle de tomate. J'ai communiqué un petit peu avec la cellule qui était face à la nôtre. C'était des gens de la Soumoud qui étaient là depuis 10 jours, euh, qui nous disaient que bah, c'était effroyable, que depuis 10 jours on ne les laissait pas dormir, qu'ils n'arrêtaient pas d'entendre des avions de chasse passer, des bombardements, les chiens qui aboient. Ça a été vraiment horrible. Je dis à mes camarades, les amis, il fait jour, profitez de dormir parce que la nuit, on va nous refaire subir la même chose. Donc on essaye de se reposer enfin, comme on peut. Après ça, on revient nous rechercher en nous disant dehors, dehors. Donc on ressort, on nous fait sortir dehors. Là, on nous fait traverser une rue dans la prison et on nous fait avancer vers une autre cage qui est en une exposition plein soleil. On nous fait patienter. On réussit à croiser un groupe de filles qui étaient avec nous. Ils étaient 5.
Et on était content de les voir comme elles étaient contents de nous voir et qui nous expliquent que chez eux, il y en a qui ont été mis à l'isolement, qui ont été frappés. Nous, on s'est inquiété qu'on nous fasse le même coup que le matin, qu'on n'ait pas le temps de voir nos représentants consulaires. Donc, on a nommé un représentant à qui on a dit tous nos problèmes. Et c'était un peu notre porte-parole. Après ça, on vient nous chercher, on nous fait entrer dans une autre cage à côté. Et de là, nos représentants consulaires viennent, mais c'était une cage qui était bâchée pour protéger du soleil. Pas pour nous protéger nous, mais pour protéger les représentants consulaires. Donc, une fois qu'on les voit, ben, ça a été une immense joie de voir des personnes francophones qui sont françaises et de revoir des gens humains, en fait. Ils étaient plutôt compatissants. Donc, ils nous demandent si on a subi des maltraitances. Donc, on explique le cas d'Antoine. On leur dit que depuis 2 jours, il est à l'isolement et on n'a pas de nouvelles de lui. Il s'est fait fracasser à plusieurs reprises. On leur demande si on peut avoir de l'eau fraîche. Donc, ils nous font venir un bidon d'eau qu'on remplit avec des verres et on l'a vidé pendant la représentation consulaire. À moi-même, j'ai dû boire au moins 2 litres. J'ai pu bénéficier de 2 cigarettes. C'est un des représentants consulaires qui ne fume pas, mais qui a pensé aux fumeurs, qui a amené un paquet. Donc, on était heureux de pouvoir fumer. Ils m'ont donné un petit paquet de biscuits avec 2 gâteaux dedans, que j'ai refusé au début parce j'ai vu que c'était écrit en hébreu et comme je suis en grève de la faim, il a insisté en me disant mais prenez-le, ça vient de notre part. Et je lui ai dit mais non, c'est écrit en hébreu dessus, ça vient d'Israël, je refuse tout produit qui vient de chez eux. Je reste en grève de la faim et je me désolidarise pas de mes camarades. Il m'explique que ma grande sœur me fait passer un message à l'écrit. Donc j'ai demandé à refaire passer aussi un message à ma sœur en disant un de mes pseudos que seule ma famille connaît pour qu'elle puisse être sûre que c'est moi qui ai fait passer ce message. J'ai une maladie particulière que j'ai pas voulu dire au médecin israélien. Donc il m'a dit, vous voulez que je fasse en sorte que vous ayez votre traitement? J'ai dit non, je ne le veux pas ici parce que Dieu seul sait ce qu'il serait capable de me donner à la place ou de me mettre dedans. Et il m'a dit, je ferai tout pour que vous l'ayez une fois arrivé à l'aéroport en Turquie. La seule chose que j'ai demandé, je lui ai demandé juste un Doliprane parce que j'avais une migraine qui était intense et j'avais le crâne qui allait exploser. Le petit fameux paquet de biscuits, je l'ai quand même pris. Je l'ai mis dans mon boxeur. J'ai pensé à mes camarades qui ne faisaient pas la grève. Je suis allé voir un autre représentant consulaire, j'en ai pris un deuxième. Je suis allé voir un troisième, j'en ai pris un troisième. Du coup, j'en avais 3 ici. Et je lui ai demandé s'il avait une bouteille d'eau. Parce que j'ai pensé à nos toilettes, on n'avait rien pour se nettoyer, rien pour acheminer l'eau. Donc il m'a sorti une petite bouteille de son sac, elle était pleine, je l'ai bu en entière et j'ai vidé l'air qu'il y avait dans la bouteille pour pas que ça se voie et je l'ai mis aussi dans mon boxeur et j'ai enlevé mon pull enfin il était déjà retiré, il était sur mes épaules, que j'ai mis à ma taille et que j'ai attaché à ma taille. Une fois qu'on est sorti, on est reparti vers notre bâtiment. Là on a hurlé le prénom d'Antoine quand on longeait les murs. Donc on s'est dit, on va lui donner de la force. On criait tous, oh, Antoine, oh, Antoine. Et on a longé le mur. J'étais inquiet, surtout pour Kim, la fille qui venait de Corée du Sud, parce que je me suis dit, c'est un pays qui est très loin. C'est un pays qui a des tensions avec la Corée du Nord. Donc peut-être qu'elle n'aura pas de représentant pour elle. Et ça m'a soulagé quand on est arrivé devant notre bâtiment. Il y avait une tente et j'ai vu 2 personnes type asiatiques. Donc je leur ai dit, est-ce que c'est pour Kim? Ils m'ont dit oui. Et donc ça m'a soulagé. Et puis j'aurais dit, faites un bisou à Kim en faisant comme ça. Ils m'ont demandé mon prénom, je leur ai dit Mustapha. Après, une fois reparti dans le bâtiment carcéral, euh, je me suis arrêté devant. J'ai pensé à comment distribuer mes 3 paquets de gâteaux. Je voulais pas faire d'injustice. Je me suis dit, j'en laisse un pour Mohamed Ali. C'est la personne qui est insulinodépendante dans ma cellule. Et les 2 autres, je me suis dit à qui je peux les donner. Et j'ai pensé à la cellule de la Soumoud. Je me suis dit, ça fait 10 jours qu'ils sont là, ils crèvent la dalle. Donc je suis allé vers leur cellule, je leur ai dit, est-ce que vous avez faim? Et il y avait une personne du Nigeria et un Marocain devant la porte. Et ils me disent oui. Du coup, je sors rapidement les paquets, je leur en donne 2. Et en 10 secondes, il y a un homme de la prison qui vient en courant et qui dit stop, 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 et qui leur dit rendez-moi le paquet. Et donc du coup, ils rendent ce fameux paquet. Il dit même le deuxième. Ils ont eu le temps de le voir en fait dans les caméras. Et il récupère les 2 paquets. Et là, ça m'a fendu le cœur en fait. C'est comme quand on donne un bonbon à un enfant et qu'on lui retire. J'ai regretté même d'avoir donné ces paquets en fait. Et là, j'ai l'agent pénitentiaire qui me prend par le bras. Et moi, j'étais à la cellule numéro 3 et je le vois m'éloigner. Donc, je me suis dit, ça y est, je vais à l'isolement. Il m'emmène devant la 4, 5, 6, 7 et il s'arrête devant la 8.
J'entends mes collègues qui commencent à crier s'ils emmènent Mustapha en hurle. Donc il s'arrête devant la 8 et je sais pas ce qui lui a pris. Je pensais que j'allais à l'isolement et puis après il me ramène devant la cellule numéro 3. Je rentre dans ma cellule et il ferme la porte. Et là, je crie aux cellules autour de moi. Je leur dis, vous en faites pas, si on m'emmène à l'isolement, je vais hurler que vous m'entendrez. Et juste après ça, bah, je vois qu'en fait, ils ont sorti le grand jeu. Ils ont sorti voilà les bacs de nourriture qu'on n'a jamais vus depuis qu'on est arrivé. Et je pense que ça a été dû à la visite des représentations consulaires. Donc ils ont mis bah, plein de pois chiches, des cornichons, des tomates, de la salade, du thon, des tomates. Et donc bah, ça a été distribué. Moi, j'ai pas eu mon assiette. Donc du coup, j'ai attendu, j'attends. Au bout de 40 minutes d'attente, je vois que j'ai pas eu mon assiette. Donc je tape à la grille, il y a un soldat qui vient et là je lui dis bah j'aimerais manger, je veux mon assiette. Donc il m'ouvre la porte, il m'accompagne jusqu'où est-ce que la nourriture est posée par terre. Il me dit de me servir, donc je prends une assiette, je la remplis généreusement. Je prends les éléments les plus importants au début, donc je vais direct au thon. Je mets 3 bonnes louches de thon, puis après je prends des pois chiches, je prends des tomates, je prends un peu de tout, de cornichons, et je retourne vers ma cellule. Et en entrant dans ma cellule, je la pose à mes camarades en leur disant, tenez, ça fera plus pour vous vu que j'étais en grève de la faim. J'essayais de dormir tant que je pouvais parce que, en sachant que la nuit, ils nous laissaient pas dormir, je leur demandais à mes camarades, s'il vous plaît, essayez de vous reposer parce que des fois, ils aimaient bien parler pour faire passer le temps. Je leur dis, s'il vous plaît, mon cerveau, il va exploser, essayez de vous reposer. Quand eux, ben, se mettaient calmes, ben, on entendait la cellule d'à côté qui se mettait à s'agiter. En fait, ils se mettaient à chanter, à crier Winnie de toilette parce que leur toilette était bouchée. On avait des camarades d'autres cellules qui faisaient des chants de résistance. J'avais mal à la tête, mais c'était merveilleux à entendre. Quand un chantait en anglais, il arrêtait, on entendait un chant de résistant en turc, puis on entendait un chant résistant en italien, Bella Ciao, puis on entendait des chants de chez nous, en français, et c'était vraiment merveilleux d'entendre tous ces chants, de se dire qu'on est peut-être emprisonné, mais qu'on résiste quand même, qu'on ne se laisse pas faire. On a même entendu un appel à la prière. Je pensais que c'était les soldats qui faisaient exprès de le mettre pour se foutre de notre gueule. Et ça a été respecté. Et après ça, ben, dans ma cellule, les personnes qui priaient se sont levées et se sont mises en ligne et ont prié. Et à la tombée de la nuit, ben, la torture psychologique qui recommence. Ils entrent, ils allument les lumières, stand-up. Et quand ils entraient pas dans les cellules, ils activaient leur micro parce qu'ils restaient pas dans le hall de la prison. Ils étaient dans un poste de surveillance à l'extérieur. Et puis bah, ça parlait en hébreu, ça parlait fort. Et quand ils parlaient pas, des fois, on entendait le micro s'activer et on entendait ça en continu. Et vraiment près du micro, donc on l'entendait dans nos oreilles, ça résonnait, c'était horrible. On a entendu un avion de chasse passer au-dessus de la prison, très très basse altitude. Et on savait que bah, le Gaza était à 30 km. Donc on se disait, bah, en fait, ils vont bombarder les Palestiniens. C'était horrible d'entendre les avions de chasse. Quand je les entendais, c'est ce qui me faisait le plus mal au cœur. J'ai pas entendu de bombardement, mais j'ai des camarades qui les ont entendus. Je sais pas si j'étais distrait ou je piquais du nez à ce moment-là. Et ça a été ça pendant toute notre détention. Ça a été un écran plat aussi dans le couloir qui faisait passer en boucle le 7 octobre et leur propagande. Où est-ce qu'on voyait bah, des gens égorgés, des gens se faire tuer. Et ça a été ça qui tournait en boucle, en boucle, en boucle. Des éruptions où est-ce qu'ils rentrent dans la pièce en mode vite, 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 comme s'ils faisaient un assaut avec leurs boucliers, leurs armes. Ils rentrent comme ça, ils nous mettent les lumières dans les yeux et ils ressortent. C'était vraiment fait pour nous torturer. Au bout de la troisième journée, ils sont venus au petit matin. Je les entends évacuer une cellule qui était devant. Donc pour moi, c'était la numéro 1. Ils allaient souvent dans l'ordre. Donc ils ont vidé la cellule numéro 1. J'entends plus de bruit, donc je me dis où est-ce qu'ils sont partis. Un peu plus tard, je les entends faire sortir la numéro 2. Donc forcément, je me dis que notre tour, c'est juste après eux. Après, ils viennent à notre tour nous faire sortir. Ils nous demandent de nous mettre en ligne. Et ils nous font sortir du bâtiment. Je vois la cellule numéro 1 et 2, ils sont vides. Donc je me dis, mais ils sont où nos camarades? Ils nous font entrer dans un autre bâtiment à côté. Ils nous font asseoir sur du béton. Et ils nous appellent à tour de rôle. Ils nous font rentrer dans un bureau. Une fois qu'on entre dans le bureau, ils nous demandent de nous tenir droit. Il y a un homme qui nous photographie. On sort de ce bureau. Il nous retire tous nos pulls. Et il les jette par terre. Il y avait un tas de pulls.
Quand j'ai vu le tas de pulls, j'ai compris à la climatisation. Je me suis dit, c'est pas pour rien qu'on nous retire nos pulls, c'est pas de la gentillesse. Et je demande gentiment au soldat si je pouvais garder mon pull. Et là, il me l'arrache, il me dit non, 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 et il me l'arrache. Avant de monter dans le car, il y a un soldat qui est là et qui nous remet un par un sachet en plastique avec 2 tranches de pain de mie et de la confiture, et il nous donne une bouteille d'eau. Et vraiment, j'en avais eu jusque-là de leur torture. Et du coup, bah, quand il m'a tendu ça, je lui ai dit, bah, tu peux te les foutre dans ton cul. On nous fait asseoir à l'avant avec nos camarades. Et là, on en déduit qu'on va être expulsé. On voit 2 officiers assis juste derrière nous. Et on voit le car qui attend encore une bonne heure. On est là à se frigorifier. Et puis à un moment, il commence à partir jusqu'à l'aéroport de Eilat. Bah, j'essayais d'observer derrière ces 2 soldats la route. Je regardais la Palestine occupée, le désert du Negev qui est magnifique. Arrivé à l'aéroport, bah, ils se sont arrêtés devant l'entrée. On est resté encore environ 1 heure et demie à attendre. On a un soldat qui est venu nous voir en nous disant que si on disait le moindre Free Palestine ou le moindre chant, qu'il nous ramenait en prison. Pendant le transfert, on faisait des chants et on avait les soldats de l'occupation qui s'amusaient à nous filmer à l'avant avec leur téléphone. Et j'ai fait l'erreur d'avoir fait un doigt d'honneur. Et je me suis dit, mince, à la descente de ce fameux car carcéral, j'ai peur que bah, on me frappe, qu'on me mette de côté. On avait un agent qui était là avec son téléphone et qui filtrait et qui recherchait quelqu'un. Donc moi je suis passé, on m'a rien dit, j'ai pu accéder à l'aéroport. Une fois dans l'aéroport, ben, c'est un aéroport qui était totalement vide, des duty-free qui étaient fermés, vraiment vide, on était les seuls. Et donc on avance, on passe pas de contrôle en douane ou quoi, on nous remet juste une carte d'embarquement toute blanche, vide. On voit que des agents de l'aéroport qui sont là, qui nous dévisagent, qui nous regardent. Et puis je voulais pas leur donner cette fierté-là de nous voir sans pouvoir rien faire, donc je marchais un peu comme ça, la tête haute, fier de moi en fait, d'avoir fait ce que j'ai pu faire. Puis je marchais comme ça dans l'aéroport en tenue de prisonnier. Et à un moment, on descend les escalators, et là en fait on croise des Israéliens qui débarquaient d'un avion, qui étaient là et qui nous voyaient descendre les escalators et qui étaient là en train de nous filmer, à nous dire Hamas, Hamas, Haïm Israël Haï, et puis qui parlaient en hébreu, et puis ils étaient fiers en gros de nous filmer, de nous humilier, par crainte d'être envoyés en prison. La seule chose que j'ai pu leur faire en descendant ces escalators, ben, je me suis dit, ces gens, ils dégagent de la haine en eux. Ils dégagent tellement de haine, et c'est pas ce que nous on est, c'est pas ce que nous on représente. Nous on prône la paix. Donc en descendant, je me leur ai fait ça. Avec un grand sourire, le boum torsé comme ça, et puis je leur faisais ça. Et je me suis dit, ça peut que les enflammer. Et puis je suis descendu l'escalator comme ça. Et on a traversé le tarmac. Il y avait l'avion de Turkish Airlines qui nous attendait. On est monté dans l'avion de Turkish Airlines. On était content de revoir des humains. Pas en prison parce qu'on a pu voir nos représentants consulaires et on ne sait même pas s'ils étaient de notre côté ou pas. On avait des sourires de leur part, mais sans plus. Quand on leur demandait, bah, essayer de remuer ciel et terre pour nous protéger, pour nous aider. On n'avait pas l'impression qu'il y ait eu du changement. Donc on était vraiment content de voir des humains qui étaient du bon côté de l'histoire. Donc on les a pris dans nos bras, ils nous prenaient dans leurs bras alors qu'on puait, ils s'en foutaient, on était là, on était heureux de les voir. L'avion avait réservé la première classe pour les personnes âgées et les personnes malades. C'était un peu un poste de soins. Donc on s'est installé. C'est une fois qu'on s'est installé que là j'ai pu voir un Palestinien qui était avec nous, qui est venu en disant bah on m'a arrêté à la descente du car. Il recherchait une personne qui avait fait un doigt d'honneur. Et donc là je l'ai pris dans mes bras en lui demandant pardon. Je lui ai dit excuse-moi, c'est moi qui ai fait le doigt d'honneur. Et j'ai vraiment eu peur. Je sais ce que l'avion est décollé parce que je me suis dit ces gens ils sont capables de tout. Ils seraient capables de demander à l'avion de s'arrêter, de me faire descendre. Donc une fois que l'avion, les 2 roues ont quitté la Palestine occupée, déjà tout le monde a applaudi, tout le monde a crié de joie. On avait les hôtesses de Turkish Airlines qui étaient là à essayer de refaire des voiles pour les femmes qui étaient voilées, à qui on avait retiré leurs voiles. Et donc du coup, bah, elles se sont revoilées dans l'avion, c'était magnifique de revoir leur dignité se remettre en place et de plus être entre leurs griffes, quoi, de plus être entre les mains de l'occupant. Puis une fois qu'il a décollé, vraiment que j'ai pu souffler au fond de moi,
On a survolé la Palestine occupée, on était à basse altitude, et je voyais qu'on était au-dessus de la mer Morte. Et donc après, on a tourné à gauche, on est passé à droite de Ramallah, à droite de Jérusalem. J'ai essayé de voir le dôme doré, mais j'ai pas réussi à le voir. J'ai pu voir des colonies, parce qu'on les voyait, les maisons étaient construites comme ça. Donc de haut, je voyais ça, et puis je savais que c'était des colonies. À Istanbul, on a vraiment été traités comme des héros. On nous a passé des écharpes palestiniennes avec le drapeau turc et palestinien d'un côté. Ils nous ont passé des chaussures, vu qu'on était tous en claquettes. D'ailleurs, cette paire de chaussures, c'est Turkish Airlines qui me l'a passée. Je l'ai remis exprès aujourd'hui pour pouvoir vous la montrer. Et une fois descendu de l'avion, bah, on avait l'impression d'être une délégation, quoi. On avait des ministres et des députés qui nous attendaient le long de l'escalier. Donc ils nous ont tous serré la main. Il y avait des médias qui nous attendaient. J'ai oublié de vous dire que dans l'avion, pendant tout le vol, ça a été que de la distribution de nourriture et des plats de première classe. Vraiment, on a vraiment bien été pris en charge. Et une fois arrivé dans le hall VIP, il y avait toutes les délégations des représentations consulaires qui étaient présentes. Donc les représentants français sont venus vers nous. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est: est-ce que vous voulez appeler vos proches? J'ai dit oui. Avec l'émotion, j'avais totalement oublié de prévenir ma famille ou quoi. Enfin, c'était même pas dans ma tête. On me passe un téléphone, on me dit attention, par contre, vous appelez via WhatsApp. Donc ils étaient même pas fichus de nous payer une communication normale. La deuxième question, ça a été: parlez à votre famille pour qu'on vous paye un billet retour. La France a refusé de payer tout billet de rapatriement. Donc on était là à appeler dans tous les sens, à essayer d'obtenir de l'aide de nos proches, de nos amis, de nos familles pour pouvoir retourner en France. Alors que l'Espagne, par exemple, a rapatrié tous ses ressortissants. Euh, je l'avais un peu là, quoi. Je me dis, je cotise pour la France depuis 15 ans, je suis fonctionnaire, et au final, ben, ce que j'obtiens de la France, c'est rien. J'ai pu obtenir deux cigarettes, un petit paquet de biscuits, un appel via WhatsApp, en sachant que j'ai jamais obtenu mon Doliprane quand j'étais en prison, alors que les représentants consulaires français me l'ont garanti. Ils m'ont dit qu'arrivé à Istanbul, j'allais avoir mon traitement, qu'on allait me le préparer. Quand je suis arrivé à Istanbul, j'ai demandé mon traitement et on m'a dit: ah non, 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 il faut aller en ville, il faut aller voir un médecin en ville. En gros, m'éloigner de l'aéroport, il était hors de question. Moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. J'ai jamais eu ce fameux traitement qu'on m'a promis, de la bouche de l'État français. Et voilà, dans le hall, on était vraiment comme des héros. On avait, enfin, comme des VIP, je dirais pas héros parce que c'est les Palestiniens, les héros. On avait de la nourriture de partout à disposition. Les députés turcs qui voulaient se prendre en photo avec nous, qui nous ont laissé même leur carte de visite en me disant: si vous revenez en Turquie, appelez-nous, vous êtes les bienvenus. Donc j'ai réussi à prendre mon vol aux alentours de 19h, que je me suis payé moi-même. Et donc je prends ce vol-là avec 3 autres ressortissants français. D'autres n'ont pas eu les moyens de se payer leur retour. C'est Turkish Airlines qui les a pris en charge gratuitement. D'autres ont été mis sur des vols le lendemain et ont été hébergés en hôtel 4-5 étoiles aux frais de la Turquie. D'ailleurs, je remercie la Turquie énormément pour ce geste-là. Une fois arrivé à Paris, le premier pied mis en dehors de l'avion, c'est 3 agents de la police qui nous attendent en nous disant donnez-nous vos passeports, veuillez nous suivre. Et c'est là que j'ai compris que bah, la France était totalement complice de ce génocide, était totalement complice avec l'entité génocidaire, parce qu'on n'a rien commis sur le sol français. Et pour que la police nous attende à notre descente d'avion, c'est vraiment qu'ils sont complices. On n'a obtenu aucune aide de leur part. Donc on nous emmène au commissariat dans l'aéroport, on nous demande de nous asseoir, qu'un officier va venir nous voir. Donc on attend environ une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il y a un officier qui vient, qui nous rend nos passeports et qui nous dit bah, patientez, il y a un officier qui va revenir vous voir. Donc on patiente, on patiente, on patiente. Et là, heureusement qu'une de mes camarades, qui est infirmière, a pris la parole en nous demandant bah, gentiment: excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on attend? Vous nous avez rendu nos passeports, est-ce qu'on est libre? Et de là, la police qui lui dit: ah bah oui, oui, vous êtes libre. Donc en gros, elle n'aurait pas parlé, on nous aurait laissé à attendre comme ça. Donc la seule chose que je me suis dit, c'est qu'ils ont fait exprès de nous retarder pour éviter que notre comité d'accueil dehors continue à nous attendre. Et il était plus de 23h30. On leur a exprimé le souhait de rentrer chez nous. On leur a dit: on est épuisés. La seule chose qu'on veut, c'est rentrer chez nous, nous laver et voir nos familles, et manger et dormir. C'est tout ce qu'on désire. Donc on se lève et on part. Et
En sortant, on voit notre comité d'accueil qui nous entend, donc nos familles respectives, nos amis, mes camarades de l'hôpital. Je m'y attendais pas, mais j'étais content de tous les voir, de différents services. Euh, Europalestine qui était là aussi pour nous accueillir, tous mes camarades militants. Donc, je vois tout le monde, je suis heureux de voir mes proches, de voir mes camarades de lutte. Et là, j'apprends que les journalistes qui étaient présents, on leur a interdit d'entrer avec leurs caméras. Donc, ils sont allés, l'État français est allé jusqu'à interdire les caméras à entrer dans le hall de l'aéroport pour pouvoir médiatiser notre arrivée. Si vous vous rendez compte à quel point l'État français est complice de ce génocide. Le lendemain, je me suis rendu à Charles de Gaulle pour accueillir mes autres camarades. Il était hors de question qu'on les laisse arriver sans accueil. Puis je voulais aussi les revoir et voir que tout le monde soit bien rentré. Donc ça s'est fait sur 3 jours. Le lendemain, comme je vous ai dit, on a accueilli 3 autres personnes, dont Isaline qui a 83 ans et qui nous raconte qu'elle a reçu plus de 35 coups à l'âge de 83 ans, qui est quand même une femme qui fait partie d'une famille de résistants, qui a quand même sa tante qui a été envoyée à Auschwitz, qui a perdu la vie là-bas, qui a été exterminée, qui a subi la Shoah. Elle est aussi de confession juive. Et quand on voit tout ça, ça fait mal au cœur. Eux ont subi l'interrogatoire à la sortie de l'avion. Alors on leur a posé la question, qui vous a financé votre voyage? De quel parti politique vous faites partie? Pourquoi vous êtes parti là-bas? Et là, ils ont craqué, ils ont dit, on arrête de répondre à ces questions, ça ne s'est pas passé en France. Si vous souhaitez qu'on vous réponde à des questions, on veut nos avocats. Et là, ils les ont laissés sortir. Donc c'était le samedi. Et le lundi, ou mardi, je ne sais plus, les 21 derniers Français sont arrivés. Et je suis aussi allé à l'aéroport Charles de Gaulle pour les accueillir. Et c'est que ce jour-là, une fois que j'ai vu les 21 derniers arriver, que j'ai pu craquer les 2 bracelets, enfin les 2 fils qu'on nous avait mis de la prison, avec des numéros dessus. C'est ce jour-là que je les ai craqués, que je me suis vraiment senti libre, une fois d'avoir su que tout le monde est bien rentré. Parce que j'étais encore inquiet, c'est surtout pour une camarade que je me suis inquiété, Élise. On ne la voyait pas sur les vidéos, on la voyait pas sur les personnes qui étaient en Jordanie, parce qu'on a appris que ces gens-là ont été expulsés via la Jordanie. Ils ont fait plus de temps de détention que nous. Et c'est une fois que j'ai pu la voir à Charles de Gaulle que vraiment mon cœur s'est apaisé, parce que c'est la seule que je réussissais pas à voir. Ce qu'on a pu tirer de cette expérience, c'est que l'armée d'occupation israélienne a aussi des faiblesses. On a pu avoir un bateau qui a pu s'approcher à au moins 14 km de Gaza. Donc en envoyant le double de ce qu'on a pu envoyer au début, on a une grande chance de pouvoir briser ce blocus. Donc là, il y a la deuxième vague qui est en cours. J'invite tous les gens à se tourner vers le compte Thousand Madeleine to Gaza ou bien Thousand Madeleine France sur Instagram. Il y a le lien Linktree, il suffit de cliquer dessus. Il y a la cagnotte si les gens veulent faire un don et participer à l'achat de bateaux. Juste en dessous, il y a rejoindre mon groupe local. Donc en cliquant dessus, il y a une carte interactive de la France qui s'affiche avec tous les groupes locaux un peu partout en France. Il suffit de rejoindre le groupe local le plus près de chez vous. On invite vraiment toutes les personnes en France à propager ce message pour qu'on puisse envoyer une seconde vague et une dernière si on peut pour briser ce blocus illégal et ouvrir un corridor humanitaire. On espère pouvoir avoir cet objectif de bateau et envoyer cette flottille briser ce blocus. Si j'en ai l'occasion, oui, bien sûr que je repartirai. Je vais tout faire pour pouvoir repartir. Faut savoir qu'aussi chaque citoyen a la chance de pouvoir y aller. Il suffit, comme je vous ai dit, de rejoindre le groupe local. Il y a un recrutement qui va être fait. On recherche beaucoup de marins, surtout, pour pouvoir naviguer ces bateaux. Donc on incite vraiment les marins intéressés à se diriger vers Thousand Madeleine. On recherche aussi des soignants, des journalistes, des célébrités, des députés, des maires, des élus, pour pouvoir sécuriser les bateaux, et aussi des citoyens. Donc chaque personne a sa chance de pouvoir faire partie de cette expérience et de pouvoir aller avec nous briser ce blocus.